Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée, l'instigatrice de ce webcast hebdomadaire où j'aborde toutes sortes de sujets entourant la santé globale d'une manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Alors ce soir, j'ai eu envie de parler un petit peu de la question des super organismes résistants aux antibiotiques et bien sûr de cette grande question de la résistance aux antibiotiques. Vous savez certainement que depuis quelques années, il est beaucoup question de cette histoire de la résistance aux antibiotiques. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, on ne raconte qu'une partie de l'histoire. Alors ce soir, j'ai eu envie de lever le voile un petit peu sur tous les mythes entourant cette question, les mythes, les vérités et les mensonges, comme j'aime le faire comme ça toutes les semaines. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, le Forum économique mondial, pas qu'on ait de bonnes raisons de croire ces entités après les bateaux qui nous ont menés au cours des dernières années, mais quand même, d'après ces entités, la question de la résistance aux antibiotiques fait partie des 10 menaces les plus importantes pour notre sécurité globale. Et parmi ces 10 menaces, savez-vous que l'hésitation vaccinale fait partie, au même titre que les terroristes, de ces 10 menaces à notre sécurité globale en tant qu'être humain. Donc, évidemment, il y a tout un mouvement derrière cette histoire d'antibiotiques parce que, selon les différentes compagnies pharmaceutiques, on essaie d'aller chercher de l'argent. On essaie de nous convaincre que c'est une grande menace, que d'ici à 2050, on a beaucoup entendu parler du 2030, on nous parle aussi du 2050, que d'ici à 2050, la résistance aux antibiotiques et ces super micro-organismes ou ces super bugs pourraient être responsables de 10 millions de décès par année. Alors, les derniers chiffres qu'on a d'un rapport qui traite justement de la résistance aux antibiotiques, qui a été fourni par la CDC en 2019, on parlait de 3,5 millions. Attendez, je ne vais pas vous dire de niaiserie, on va aller voir les chiffres officiels parce que j'ai une bonne mémoire, mais des fois, il ne faut pas que j'abuse non plus. 2,8 millions, pardon, d'infections par ces micro-organismes résistants. On parle par exemple Clostridium difficile. Hein? Vous avez entendu parler de ça, c'est difficile. Dans les hôpitaux, d'ailleurs, les hôpitaux sont un des endroits ainsi que les appareils médicaux où on retrouve beaucoup de ces infections. Il y a 18 micro-organismes qui ont été identifiés comme étant responsables de ces infections résistantes aux antibiotiques. Et très souvent, on les retrouve donc dans les hôpitaux et sur de l'équipement médical. Mais donc, on dit qu'en 2019, selon le Antibiotic Resistant Threat Report, qui a été publié par la CDC, donc Center for Disease Control aux États-Unis, 2,8 millions de ces infections ont été répertoriées, mais de ces 2,8 millions, il y a 35 000 personnes qui sont mortes. Alors, ça nous ramène beaucoup vers un autre narratif qu'on a bien connu. Hein? Donc, il y a une grande différence entre le taux d'infection et le taux de fatalité que peuvent occasionner, dans ce cas-ci, les micro-organismes résistants, dans le cas de la pandémie, par rapport aux 10 virus. Hein? Donc, c'est quoi qui va faire si on a 2,8 millions d'infections par année? Pourquoi il y en a 35 000 qui en décèdent? Puisque ces bactéries sont résistantes aux antibiotiques, pourquoi donc 2,8 millions moins 35 000 survivent? Comment ça se fait que la science, au lieu de toujours vouloir trouver un antibiotique ou un vaccin qui va sauver ceux qui n'ont pas été sauvés, les 35 000 sur 2,8 millions qui ont été infectés, pourquoi on met le focus sur cette minorité à sauver au lieu de tourner la lentille de côté et de dire, il y en a quand même presque 3 millions qui ont survécu. Alors, c'est quoi les mécanismes qui font
que ces 3 millions ont survécu? Et la réponse, c'est la même réponse que je vous apporte à chaque semaine. C'est évidemment follow the money. Follow the money. Parce que les réponses de pourquoi il y a presque 3 millions de personnes qui survivent, presque la totalité des gens qui survivent à ces infections, ben, c'est leur état de santé global. Donc, c'est les facteurs naturels de santé dont nous, on fait l'apanage et la promotion en naturopathie. On parle d'alimentation, on parle de détox, on parle d'activité physique, d'exposition à la lumière solaire pour profiter de la production de vitamine D, de gestion du stress, d'activité physique, de contact avec les gens. Tous des facteurs qui renforcent notre immunité naturelle. Alors, évidemment, si vous vous appelez Big Pharma, vous savez qu'il n'y a pas d'argent à faire chez les gens en santé ni chez les décédés. On trouve le profit dans la masse. Alors, la masse, évidemment, ben, il faut la convaincre qu'elle a besoin de nouveaux antibiotiques. Il faut la convaincre qu'elle a besoin de nouveaux vaccins. C'est la seule manière d'expandre ce modèle d'affaires. Comprenez-vous? Alors, évidemment qu'au lieu de dire c'est quoi chez les presque 3 millions de personnes qui sont infectées qui fait qu'elles survivent? Est-ce que c'est leur statut de vitamine D? Est-ce que c'est leur microbiote? Tous des facteurs, on le sait maintenant, qui ont eu un énorme rôle à jouer durant la pandémie, mais dans la plupart des maladies. D'ailleurs, dans les maladies qu'on associe à ces bactéries ou à ces micro-organismes super résistants. Alors, évidemment qu'on ne portera pas notre regard sur les facteurs de protection naturelle, d'immunité naturelle ou issus de l'industrie des produits naturels. Parce que, évidemment, si je vous dis que de consommer une gousse d'ail à jeun haché tous les matins, ça va vous débarrasser de n'importe quel micro-organisme, ben, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Vous avez tous de l'ail à la maison, ça coûte 3 fois rien et on ne peut pas la breveter. On pourrait breveter un mécanisme de livraison particulier de l'ail, comme on le fait dans certains mécanismes de livraison, par exemple, du curcuma, hein, dont les nanoparticules bilipidiques que je connaissais très bien. Alors, on peut breveter le mécanisme de livraison, mais on ne peut pas breveter une substance naturelle telle qu'elle est dans la nature. Hein. Alors, si on ne peut pas le breveter, on ne peut pas faire d'argent dessus. C'est toute l'idée des brevets, c'est quand vous brevetez une substance, vous avez un brevet selon les pays de 10 ans, 15 ans. En passant, le Canada est un des meilleurs pays au monde pour Big Pharma parce que justement, on a des brevets qui durent très longtemps. Donc, les compagnies ont plus de temps pour récupérer leur investissement sur les études cliniques, sur le développement de ces médicaments ou de ces vaccins avant qu'on puisse faire des copies génériques qui seront vendues moins cher. Donc, avant qu'ils aient réellement de la concurrence. Mais évidemment, si vous dites aux gens que l'ail est un excellent antifongique, un excellent antibiotique, bien, vous devez avoir les études cliniques pour pouvoir ce genre d'allégation, pouvoir faire, pardon, ce genre d'allégation thérapeutique. Alors, au Canada et dans la plupart des pays, pour dire, par exemple, que la vitamine C ou la vitamine D ou que l'ail a un effet thérapeutique, donc faire une allégation thérapeutique, il faut fournir des études cliniques et, le cas échéant, des preuves de l'usage traditionnel. Alors, par exemple, Santé Canada, tout un département euh, où on a répertorié dans la direction des santé de produits naturels ces monographies de suppléments qui disent, par exemple, que l'ail est utilisé de manière traditionnelle de telle façon. Il y a des études qui vont dire que ça a un impact sur le candidat albicans, qui vont dire que ça a un impact sur la pression artérielle, etc. Donc, il faut faire des études. Évidemment, ces études-là, quelqu'un doit les payer. Et si vous ne pouvez pas breveter l'ail ou une autre plante ou un autre produit naturel ou une autre vitamine, bien, tout le monde va se mettre à en vendre. Et comment allez-vous faire pour récupérer votre profit alors que vous avez investi de l'argent dans les études cliniques ou dans des procédés spéciaux de livraison de ces molécules-là? Alors, évidemment, il n'y a pas d'argent à faire dans la santé et il n'y a pas d'argent à faire dans les produits naturels et les vitamines. Évidemment qu'il y a un petit peu d'argent à faire parce qu'il y a des compagnies de suppléments qui en font, mais comparativement aux milliards qui sont engloutis dans Big Pharma, c'est des montants qui sont un petit peu ridicules. Donc, Big Pharma essaie, bien sûr, à coquiner avec
le lobby des gouvernements de nous convaincre que notre immunité naturelle n'est pas suffisante. Parce que si l'immunité est suffisante, eux autres font plus d'argent. Donc là, ce qu'ils nous ont dit, c'est que il y a des super bugs qui s'en viennent. Il y a des micro-organismes résistants et d'ici à 2050, il va y avoir 10 millions d'infections par année. Puis là, on n'aura plus d'antibiotiques qui vont fonctionner. Fait que là, il faut développer des antibiotiques. Mais le problème avec développer des nouveaux antibiotiques, c'est que selon Big Pharma, il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de marché pour les antibiotiques parce que, qu'est-ce que tu veux, on vit dans un monde aseptisé. Comme je disais, la majorité des superbugs se retrouvent dans les hôpitaux, dans les appareils médicaux. Donc, ce n'est pas la majorité des gens qui est exposée à ça. Donc, on n'a plus d'énormes besoins pour les antibiotiques. Évidemment qu'on a régulièrement besoin d'antibiotiques. On en prescrit à toutes les années. Je regardais les chiffres, les statistiques au niveau du Canada, encore des statistiques qui datent de 2019, non, de 2021. Ça, c'est intéressant aussi. Les statistiques au niveau de l'utilisation des antibiotiques au Canada qui datent de 2020 et de 2021. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la nécessité de prescrire des antibiotiques avait diminué en 2020-2021. Évidemment, on ne sortait plus, on était enfermés chez nous, on était masqués, on avait des restrictions quant au couvre-feu, au nombre de personnes qu'on pouvait avoir chez nous et tout ça. Les commerces étaient fermés. Donc, c'est sûr que les bactéries en circulation, puis avec tout le lavage de mains, donc on était obsédés, vous vous rappelez, par le savon antibactérien qu'on retrouvait un peu partout. Alors, évidemment que ça a eu un impact sur la prescription d'antibiotiques. Et les gens aussi allaient moins dans les hôpitaux parce que d'une part, par exemple, si on n'était pas injecté, on ne voulait pas traîner dans les hôpitaux. Et puis, ça a fait qu'il y a eu moins de prescriptions. Mais malgré cela, les statistiques de 2021 nous démontrent que 33,9 des Canadiens avaient eu recours à un antibiotique dans la dernière année. Et il y en avait un nombre quand même assez important, 15,9, donc 16 de la population en avait pris au moins 2 fois. Donc, malgré le fait là, que tout était fermé, etc., il y a quand même beaucoup de prescriptions d'antibiotiques qui se signent dans une année et qui se consomment. Et donc, ça aussi rajoute au fait qu'on est de plus en plus résistant à un paquet de micro-organismes parce qu'on consomme les antibiotiques de manière vraiment abusive. Mais malgré l'abus des antibiotiques qu'on fait, la grande, très, très grande majorité de l'utilisation des antibiotiques se retrouve dans le milieu agricole. En fait, c'est dans l'élevage, par exemple, des bovins, mais aussi le saumon. Hein, vous avez peut-être vu ces vidéos très perturbantes de l'élevage des saumons qu'on gave d'antibiotiques et tout ça, parce qu'évidemment, quand les animaux sont dans des espaces très restreints, qu'on les alimente pour les faire grossir et tout ça, ça a un impact sur leur immunité naturelle. Et donc, on donne énormément d'antibiotiques aux animaux. D'ailleurs, 70 à 80 de la production d'antibiotiques sert à l'élevage agricole et donc ce n'est même pas nous, les humains, qui les consommons. L'ennui avec ça, c'est que quand on consomme des animaux qui ont été gavés aux antibiotiques, eh bien, ça a un impact sur leur microbiote, ça a un impact sur les micro-organismes qui vont devenir résistants aux bactéries dans l'organisme de ces animaux qu'on va consommer. Alors, ça a un impact sur notre système immunitaire et ça a un impact sur nos propres résistances à différents micro-organismes. Et donc, par la bande, on absorbe ces antibiotiques et l'impact négatif de cette surconsommation d'antibiotiques. Alors, c'est énormément d'antibiotiques qui sont prescrits annuellement. Mais malgré ça, je vais juste prendre une petite gorgée. Malgré ça, selon Big Pharma, ils nous font des peurs, un peu comme ils avaient fait avec, vous vous rappelez qu'ils avaient fait une rencontre de simulation sur une pandémie juste avant l'arrivée de celle qu'on a connue en 2019.
Et donc, la même façon, ils nous font peur maintenant avec ces résistances aux antibiotiques qui sont par ailleurs réelles, mais on les mousse parce que c'est ce qu'ils font généralement. Vous savez, c'est toujours la même stratégie de problème, résolution, solution, etc., qui nous mettent dans le visage. Alors, pendant qu'on nous distrait avec tous ces narratifs qui partent de faits réels, c'est un fait réel qu'il y a des bactéries résistantes et des micro-organismes qui sont résistants aux antibiotiques. Mais on mousse cela pour nous faire peur, toujours dans le but de nous faire consommer, toujours dans le but qu'on investisse de l'argent dans le développement et la prévention. Et pour eux, le développement et la prévention, c'est pas l'éducation aux bonnes habitudes de vie, c'est évidemment dans un modèle d'affaires pour Big Pharma où on va développer des nouveaux antibiotiques qui seront donc de nouvelles générations et pour lesquels les micro-organismes actuels n'auront pas développé de mécanismes d'évasion. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on nous met un narratif de peur basé sur des faits, mais évidemment amplifiés, et de distraction, hein, pour nous convaincre et convaincre les gouvernements d'investir dans Big Pharma pour développer des antibiotiques sur le fait que moi, mais nous autres, on n'en développera pas si vous ne nous donnez pas d'argent parce qu'en ce moment, là, il n'y a pas vraiment de besoin pour des antibiotiques. Alors, on ne mettra pas notre argent de ce côté-là. Mais si vous, les gouvernements et vous, les contribuables, voulez nous donner vos milliards, eh bien là, on vous fera la faveur de développer pour vous des antibiotiques et des nouveaux vaccins que vous pourrez prendre même en prévention. Hein? Alors, ça, c'est l'autre mensonge. Et on part tout le temps du même point de départ qui est la médecine de Rockefeller puis l'alimentation de Rockefeller. Vous savez l'histoire, je vous l'ai déjà racontée, puis vous l'avez sûrement entendu ailleurs aussi, mais la grande division dans la médecine, c'est sûr qu'elle est arrivée en grande partie avec Pasteur. Hein? Il y avait deux théories qui s'affrontaient à cette époque-là. La théorie des germes, donc de Pasteur, et tous ceux qui favorisaient l'approche de terrain comme Antoine Béchamp. Alors, la théorie des germes de Pasteur, ça dit qu'il y a des micro-organismes qui causent des maladies spécifiques en fonction d'un micro-organisme. Alors, c'est comme quand on nous disait durant la pandémie qu'il y a un virus duquel il faut que vous protégez avec un masque dont les trous sont des centaines de fois plus gros que le virus, et en vous lavant les mains avec un savon antibactérien qui n'a aucun effet sur un virus, et en respectant une distance d'1 mètre, qui n'a aucun effet non plus sur les virus, parce que les virus, on le sait en tout temps, il y en a 10 à la 14 qui sont autour de nous. Alors, pourquoi il y a des gens que ça rend malade et pourquoi il y a des gens que ça rend pas malade? Et même les rapports qui sont produits par les officiels nous disent que la majorité de ces infections aux super micro-organismes résistants ne sont pas fatales. Je vous les ai donnés, les chiffres du rapport publié par la CDC en 2019. 2,8 millions d'infections, 35 000 décès. Alors, pourquoi il y a des gens qui survivent? Pourquoi il y a des gens qui survivaient au virus? On le sait maintenant, c'était toute la question des comorbidités. Donc, quand les gens étaient déjà pas en santé et qu'arrivait un virus présumé par-dessus ça, puis un paquet d'interventions, ben là, c'est sûr que cette personne-là avait plus de risques de mourir. Il y a des gens en santé qui sont morts du virus, il n'y en a pratiquement pas, et vous le savez. Et ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une relation inversement proportionnelle entre le taux de vitamine D et la sévérité des symptômes associés au virus et les décès. Il y a des nouvelles études qui sont apparues qui nous ont montré l'impact du microbiote aussi sur la sévérité des symptômes de la pandémie. Évidemment, on peut extrapoler ces résultats-là à d'autres bactéries, à d'autres virus, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. 80% de notre immunité trouve son siège dans notre tube digestif, dans notre microbiote. Je vous en ai parlé souvent, je vous ai parlé, j'ai fait des lives sur le microbiote, sur la connexion intestin-cerveau et tout ça. Donc, les bonnes bactéries dans notre intestin sont là pour quelque chose. Non seulement pour dégrader nos aliments, absorber nos nutriments, éliminer nos toxines, mais aussi c'est une ligne de défense contre les pathogènes auxquels on est exposé, que ce soit par voie aérienne, par voie orale, qui trouvent une porte d'entrée quelque part dans notre organisme. Alors, quand ils pénètrent dans nos voies digestives, eh bien,
il y a des bonnes bactéries le long de nos parois digestives qui vont lutter, qui vont offrir une première résistance, en plus de l'acide chlorhydrique dans notre estomac. Notre organisme est parfaitement pourvu pour faire face aux virus et aux bactéries, à tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, on a 14 fois plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans notre corps. C'est vous dire à quel point notre organisme est équipé. On a au moins 4 à 5 de notre génome qui est composé de virus. On appelle ça le virome. Alors, on est parfaitement équipé pour vivre en harmonie et en interrelation avec les virus, avec les bactéries, avec tous les micro-organismes de notre environnement. La preuve, c'est que quand 2,8 ou 2,9 millions de personnes sont infectées par ces super micro-organismes, 35 000 seulement en décèdent. Alors, évidemment que c'est pas Big Pharma qui va aller regarder du côté de ceux qui survivent, c'est quoi les facteurs, comme la vitamine D, comme le microbiote, qui va faire qu'on a une immunité naturelle et qu'on va survivre aux agressions de ces micro-organismes qui nous entourent. Parce qu'évidemment, c'est pas un bon modèle d'affaires, comprenez-vous? Ce qui rend Big Pharma riche, c'est qu'on soit malade tout le temps. Et Big Pharma travaille de concert avec Big Agro, travaille de concert avec Big Tech, travaille de concert avec nos gouvernements pour venir chercher notre argent dans nos poches. Vous savez que le Forum économique mondial nous qualifie de useless eaters, de mangeurs inutiles. Alors, les mangeurs inutiles qu'on va pouvoir remplacer par les robots dans la majorité des industries, même dans la médecine, il faut bien qu'on fasse quelque chose avec, en attendant de finir des tuer par les injections géniques expérimentales, par les poisons qu'ils mettent dans notre environnement ou qui vaporisent au-dessus de nos têtes. Alors, en attendant de nous tuer avec ces facteurs chimiques, avec les guerres qu'on provoque à qui mieux mieux pour nous débarrasser d'une couple de centaines de milliers à chaque fois, eh bien, on va leur trouver une utilité. Alors, l'utilité, ben, c'est de se servir de nous autres pour ramasser nos informations qui peuvent être vendues et de se servir de nous autres comme consommateurs. Alors, quel meilleur moyen de nous utiliser dans le cycle de consommation que de nous rendre malades via notre alimentation et tous les poisons dont on nous asperge, et ensuite de nous vendre les médicaments pour se soigner. Hein? Alors, les mêmes Big Pharma qui essaient de nous dire qu'il n'y a pas de marché pour les antibiotiques et que ça va prendre une injection de fonds de la part des gouvernements et de la population pour qu'ils développent des, des antibiotiques, donc pour ces super bugs qui s'en viennent, hein? Eh bien, cette même gang-là, Peter Daszak, ça vous dit-tu quelque chose? Peter Daszak. Peter Daszak, je vous rafraîchis la mémoire, c'était le président jusqu'en janvier 2025, tout récemment, de EcoHealth Alliance. EcoHealth Alliance, ça vous dit-tu quelque chose? Hein? C'est la gang c'est un organisme paragouvernemental. Vous comprenez maintenant avec l'histoire de USAID que toutes ces histoires d'organismes paragouvernementaux sont des moyens pour le gouvernement d'injecter de l'argent dans le domaine privé, hein, en passant par des portes dans l'arrière. Alors, toujours sous le modèle philanthropique dont notre ami Billy Boy a su pleinement tirer parti. Alors, toujours sous ces augures de bons sauveurs, de bons pasteurs, hein, on envoie de l'argent via ces organismes dans l'industrie privée. Alors, EcoHealth Alliance, Peter Daszak, collaborait avec Tony Fauci et le laboratoire de Wuhan pour le développement des gains de fonction sur les virus. Alors, on essaie de nous faire croire qu'on développe des super virus pour trouver des médicaments pour nous protéger. En fait, c'est du développement d'armes biologiques. Tout le monde est au courant maintenant, j'espère en tout cas. Alors, Peter Daszak, il y a eu une audience au HHS avant que notre ami RFK soit élu. Et vous vous rappelez peut-être que Biden a octroyé un pardon préventif à Fauci. Quand est-ce que vous avez vu ça, vous autres, dans la vie? C'est comme,
Moi, je vais aller voir la police, puis je vais dire, pourriez-vous me donner un pardon au cas où je commette un crime un jour? Si tu donnes un pardon préventif, si tu sais qu'il y a crime, il n'y a juste pas encore eu procès. Hein? Vous avez peut-être vu aussi ce qui est arrivé à Phil Mish, là, qui a été condamné. Allez voir sur mes murs, j'ai publié quelque chose tantôt. D'une tristesse incroyable, ça me rappelle beaucoup la situation de Julian Assange. Mais je ne veux pas dégraisser trop de ma tangente avec les superbugs parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Donc, tout ça pour dire que Fauci, on lui a accordé un pardon préventif. J'espère que ça ne s'arrêtera pas là parce que, bon, il a eu un pardon au niveau, on va dire, national, mais chaque État américain pourrait le poursuivre au niveau de l'État. C'est un peu comme nous autres au Canada. Il y a des aspects de la santé qui relèvent du gouvernement fédéral et il y a des aspects qui relèvent des provinces. Donc, si par exemple, Trudeau avait émis un pardon préventif, c'est lui qui n'aurait eu besoin du pardon, en tout cas, mettons qu'il aurait fait ça, ben, les provinces auraient quand même eu l'opportunité d'intenter des procès. Et ça, j'espère, je pense que c'est le gouverneur du Texas qui avait lancé une initiative, je ne suis plus sûre si c'était le Texas, mais il y en a un qui a commencé un projet là-dessus. Là. Donc, Fauci, possiblement pardonné, mais on espère poursuivi quand même. Mais à Peter Daszak, donc, qui collaborait avec Fauci, c'était le couvert pour passer l'argent avec le laboratoire de Wuhan. Lui, il a été démis de ses fonctions et il ne peut plus rien toucher de tout ça pendant 5 ans. Et Eco Health Alliance ne peut plus recevoir d'argent du National Institute of Health pour les 5 prochaines années. Donc, vous savez comment ça marche. Ils vont créer une nouvelle fondation, vont donner un nouveau nom et ils vont continuer de détourner l'argent, d'utiliser les fonds publics pour nous protéger en créant des virus et des superbugs qui sont dangereuses pour nous. Alors, pourquoi je suis partie dans Peter Daszak? C'est que c'est la même histoire. Peter Daszak avait déploré un peu de temps avant la pandémie que c'était donc bien plate qu'on n'avait pas de motif de développer des vaccins euh, euh, pan-coronavirus. Et puis, comme par hasard, tout de suite après, est arrivé le SARS-CoV-2 pendant que lui travaille avec Fauci, avec le laboratoire de Wuhan, sur les gains de fonction sur les coronavirus. Quand même une drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas? Il y a beaucoup des coïncidences durant la pandémie. Donc, ça, c'est un aspect. Alors, de la même manière que là, la même gang nous disent que ça ne vaut pas la peine qu'on développe des antibiotiques parce qu'il n'y a pas de besoin d'antibiotiques, même si presque 40% des Canadiens en ont consommé en 2021, ça ne vaut pas la peine qu'on développe des antibiotiques. Mais si vous nous donnez de l'argent, là, on va vous en développer des antibiotiques. Inquiétez-vous pas avec ça. Vous allez être prêts là, pour quand vous allez devoir affronter les superbugs. Pendant ce temps-là, on va continuer de vous donner des injections à ARN messager pour prévenir la COVID qui a fait 0,1% de mortalité. Hein? Mais les injections qui ont créé une surmorbidité de plus de 20%, ça, c'est pas dangereux, ça, c'est pas grave. On va vous injecter. Hein? Il y a des gens qui recevaient d'un côté l'injection pour prévenir COVID et qu'on sait que c'est pas efficace, et le vaccin de la grippe en même temps qui n'est pas plus efficace. Alors, on continue de mettre le doigt dans l'engrenage pour détracter notre immunité naturelle, pour nous rendre complètement dépendants, donc aux injections qu'on voudra nous rendre obligatoires. Vous pensez que cette histoire de passe COVID est disparue? Elle n'est pas disparue pantoute. Ce qui s'en vient aux États-Unis à partir du mois de mai, c'est Real ID. Et Real ID, c'est une pièce d'identité dont vous allez avoir besoin pour voyager, hein, dont les Américains auront besoin, mais évidemment, ça va s'étendre partout. Ce principe-là, hein, ID 2020, ça vous dit quelque chose? Le brevet que la gang de Billy Boy avait déposé juste avant la pandémie, hein? ID 2020. Alors, ce projet d'avoir une pièce d'identité numérique
qui contrôle notre système bancaire, qui contrôle notre système de santé, etc. Ça fait longtemps que c'est dans le collimateur. Et là, pendant qu'on a réussi à éveiller un peu de monde, ben, ils sont pas partis nulle part, la gang de malades, là. Ils sont juste en train de changer leur fusil d'épaule, de le récurer un peu et de le repackager pour qu'on voit que du feu. C'est toujours la même distraction, c'est toujours la même ingénierie sociale. Alors là, qu'on n'a pas accepté de se faire imposer un pass vaccinal, eh bien là, ils vont nous imposer le Real ID. Donc, arrange ça comme tu veux, on va avoir besoin d'un document. Et dans un premier temps, ça va être un document. Dans un deuxième temps, toujours avec la philosophie du transhumanisme, on est toujours en train de nous convaincre que notre immunité naturelle, puis notre corps naturel, puis tout ça fait pas la job. Alors, ça sera vraiment pas long qu'on va dire aux gens, là, vous pouvez faire pirater vos cartes, vous pouvez les perdre. Ça serait tellement mieux qu'on vous insère la petite puce. La petite puce qui va tout contrôler vos appareils intelligents dans la maison, qui contrôle votre compte bancaire, qui contrôle votre passeport, donc votre capacité à vous déplacer, etc. Et là, on va remplacer évidemment toute la question des emplois qui vont être occupés par des robots. On va remplacer ça par un revenu de base garanti, un petit peu comme on a testé la PCU durant la pandémie. Alors, vous allez avoir votre revenu de base garanti à condition, évidemment, de respecter tout ce qu'on va vous demander de respecter. Alors, vous allez être obligé de mettre vos petits électrodes. C'est déjà implanté dans les écouteurs, dans les iPods. Hein? Alors, on est déjà en train d'envoyer l'information. Vos ondes cérébrales sont collectées. Et si vous lisez les conditions, quand vous achetez les AirPods, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est pas de la chenoute. De toute façon, vous savez que mes santé sans censure sont toujours pleinement référencées. Donc, le principe, c'est que tout ce qui peut émettre peut recevoir. Alors, si on nous demande d'approuver le fait que on accepte de mettre un truc dans nos oreilles qui envoie notre signature de nos ondes cérébrales aux compagnies, ben, ça veut dire qu'eux autres, ils pourront nous en renvoyer. Alors, de la même manière qu'on veut nous faire croire que notre immunité naturelle n'est pas adéquate, on veut nous faire croire que nos patterns mentaux ne sont pas non plus adéquats. Alors, dès que on sera résistant à une idée, à une opinion, qu'on sera jugé comme non désirable par nos modes de pensée, par nos communications. Vous n'avez pas vu maintenant combien de fois que vous arrivez pour rentrer dans un site et on vous dit que votre mot de passe n'est pas bon et que vous avez le choix de rentrer soit avec Google ou de rentrer avec Facebook. Alors évidemment, à chaque fois, on capture vos données. On capture vos données. Et là, on établit avec l'intelligence artificielle un profil. Quel genre d'informations vous consommez? Qui vous critiquez? Qu'est-ce que vous achetez? On a tous ces profils-là pour chaque individu. Alors, on est en train de se créer ces bases-là. Et tout ce qui est en train de se faire avec Doge aux États-Unis, que tout le monde applaudit, ben c'est qui fait Doge? Elon Musk. Et vous savez qu'ils sont en train de tout digitaliser, les documents, ils sont en train de nous créer une belle grande prison dorée avec le Pass Real ID qui va être là en mai 2025. Donc, ils ont changé le pass vaccinal pour Real ID, mais le principe sera le même. Vous pensez que quand ils vont nous sortir une histoire de superbug, ils vont pas bloquer les puces de ceux qui n'ont pas été injectés? Alors, plus on détruit l'immunité naturelle avec des injections et des antibiotiques qu'on prend à qui mieux, ben plus on devient dépendant de nos de nos puppet masters, hein, pour nous défendre. Ça a été démontré, par exemple, face aux variants de SARS-CoV-2, que les personnes les plus vulnérables étaient celles qui avaient été le plus injectées. Donc, en forçant l'immunité à agir dans un sens ou dans un autre, on détruit l'équilibre naturel. Non seulement on détruit l'équilibre naturel, mais on nous rend dépendants de cette industrie d'injection et de médicaments. Ils n'ont pas le choix, comme modèle d'affaires, de fonctionner comme ça. Parce que vous comprenez que si, par exemple, vous avez des médicaments comme les statines, j'ai fait un live directement sur ce sujet-là. Les statines visent à ramener votre taux de cholestérol dans un écart type. C'est extrêmement problématique parce que d'abord, l'écart type a été établi de manière aléatoire. Il n'y a nulle part où c'est démontré que
c'est entre ces données-là qu'on doit être pour être en bonne santé. Deuxièmement, le cholestérol est fabriqué par le foie dans 80% de sa globalité. C'est-à-dire que plus vous allez réduire le cholestérol alimentaire et grâce à des médicaments hypocholestérolémiens comme les statines, plus votre foie va en fabriquer. Et les études rétrospectives nous montrent quoi? Que plus on réduit le taux de cholestérol, plus on augmente la morbidité, mortalité, toutes causes confondues. Il y a un très faible segment de la population qui a déjà eu un infarctus qui bénéficie très légèrement des statines. C'est des études publiées dans le British Medical Journal par l'American Heart Association. Dans n'importe quel autre univers, on aurait dit, OK, plus on médicamente les gens, plus ils sont malades, plus ils meurent, on va arrêter ça. Mais puisque c'est une énorme vache à lait, l'industrie des médicaments hypocholestérolémiens basée sur un mensonge incroyable, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ah non, le problème, c'est pas que tout ça est une grande connerie. Le problème, c'est que on n'a pas mis un écart type assez large. On n'a pas assez commencé tôt. Donc, au lieu de réduire un médicament qui est non seulement non efficace, mais augmente morbidité et mortalité, on va en donner plus puis plus tôt. Voyez-vous l'arnaque? Et nous, ben, on gobe ça. Nous, on gobe ça. Nous, on gobe ça. Ah ben oui, on va commencer plus tôt. Ben, sinon, à coup, j'ai un risque de. La vie, là, par définition, il y a des risques. La preuve, c'est qu'on n'en sortira pas vivant. Personne. OK? On ne peut pas mitiguer tous les risques. Et d'ailleurs, on les mitigue le plus en prenant soin de notre santé, pas en interférant avec notre immunité naturelle, avec des injections de toutes sortes. Vous savez que ces injections, dans le calendrier vaccinal actuel au Canada, c'est 32 injections que les enfants subissent. Mais ces injections n'ont jamais été étudiées ensemble. Il n'y a jamais eu de groupe témoin non injecté non plus, sauf pour les Amish, par exemple, chez lesquels on a comparé avec les enfants injectés quels étaient en meilleure santé. Donc, les études ne sont pas faites correctement sur les injections. Mais spécifiquement dans le cas de l'injection COVID, on sait que plus les gens se sont fait vacciner, moins ils avaient de résistance face aux variants. Donc, on a les preuves que les injections réduisent l'immunité naturelle. Bien, c'est la même chose avec les antibiotiques. Plus on consomme des antibiotiques, plus on en consomme dans notre environnement, au lieu de retourner vers un élevage, une agriculture qui sont à une échelle humaine, comme on le faisait quand on était jeune. Je viens de la campagne. On achetait la viande de bœuf du boucher qui avait pris les animaux chez nos voisins, qui mangeaient en liberté, qui prenaient du soleil, qui étaient heureux. Tu sais. Si on ne retourne pas à une agriculture à échelle humaine et qu'on s'entête à persévérer là-dedans et à nourrir les animaux d'alimentation pro-inflammatoire bourrés d'oméga 6 comme du soya et tout ça, créer donc un milieu malsain, les gaver d'antibiotiques et donc détruire leur microbiote, eh bien, c'est sûr qu'on va continuer d'augmenter la maladie chez les humains. Tant qu'on va continuer des narratifs qui vont permettre de priver une partie de la population de son eau potable, qui est d'ailleurs pas considéré comme un droit humain par le nouveau président du Forum économique qui a remplacé Klaus Machin. Il considère que l'eau potable, c'est pas un droit humain. C'est une matière à être rentabilisée. C'est leur but des mondialistes. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est mettre un signe de dollar sur toutes les ressources naturelles et sur tous les êtres humains. Et je vous disais tantôt qu'on ne peut pas mettre de brevet sur une substance naturelle. Quand on parle d'une substance, que ce soit une plante médicinale, une vitamine, telle que la nature l'a conçue, on ne peut pas mettre de brevet. Quand c'est modifié génétiquement, quand on le rentre en laboratoire, qu'on modifie un petit peu une molécule, on peut mettre un brevet dessus. Alors, plus de 70% des médicaments qui existent à l'heure actuelle dans le monde sont des copies des molécules de plantes qu'on a modifiées un petit peu en laboratoire pour pouvoir mettre un brevet dessus. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive aux humains
quand on les injecte avec du matériel génétique. Non seulement une technologie ARN messager, mais ça a été démontré qu'il y avait une forte contamination génétique dans les vaccins. Alors, si on modifie notre ADN, si on modifie notre génétique, on devient des organismes modifiés génétiquement, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'on devient brevetable? C'est des questions d'éthique importantes à se poser et pour comprendre vers quoi on tente de nous amener. Alors évidemment, à part ceux qui font du profit sur la question de ces bactéries, sur la question de ces virus, ben, il faut voir qu'on a un rôle personnel à jouer dans cette histoire. Parce que pourquoi ça marche? Hein? C'est parce qu'il y a un public. Il y a des gens qui préfèrent engloutir des statines et des antidépresseurs que de prendre leur santé en main. Alors, toute cette théorie des germes, pour revenir à Pasteur, et des gènes, ça profite évidemment à Big Pharma, mais ça profite aussi à la population. Parce que là, c'est pas de ta faute. Si tu es malade, c'est de la faute aux germes. C'est pas de ta faute si tu es malade, c'est de ta faute de ta mauvaise génétique. Alors, aucune responsabilité pour toi. Alors évidemment, on encourage ce marché-là en se déresponsabilisant de notre propre santé. C'est pour ça que je suis toujours en train de vous dire, il n'y en aura pas de sauveur. Et je vous parle de souveraineté en santé. Parce que pour être des êtres souverains, d'abord, il faut refuser de faire modifier notre ADN. Mais il faut aussi se responsabiliser et arrêter de penser que le 10 à la 14 virus qui nous entourent et toutes les bactéries qui nous entourent vont nous tuer. Ça, c'est venu avec la théorie de Pasteur. Mais pendant ce temps-là, Béchamp disait, lui, oui, mais attention, il y a des modifications. Les bactéries, les virus, quand ils arrivent dans notre corps, là, ils ont des modifications qui s'effectuent en fonction du terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est l'état des lieux. C'est comme votre jardin. On le sait que quand il pousse de la mauvaise herbe dans un jardin, oui, on peut arriver avec un insecticide. Mais s'il y a de la mauvaise herbe, c'est souvent parce qu'il y a des carences en certains minéraux. C'est peut-être parce qu'il manque de soleil. Il y a des facteurs qui font que le sol n'est pas à un pH optimal, n'a pas l'ensoleillement adéquat, n'a pas les minéraux adéquats pour se défendre. Et donc, il va développer des mauvaises herbes. Et, le cas échéant, des micro-organismes. Alors, ça va affecter notre santé, tout ça, bien sûr. Mais l'idée, c'est pas juste de passer notre temps à asperger le tout de glyphosate, de Roundup. On sait que le glyphosate a un impact extrêmement négatif sur notre microbiote. Vous pensez que l'herbicide, l'insecticide, il va tuer tout ce qu'il y a dans la nature puis il ne tuera pas vos bonnes bactéries? Voyons donc. C'est sûr que ça a un impact négatif sur notre intestin. Tout ce qu'on voit d'intolérance au gluten en ce moment, oui, il y a des gens qui ont génétiquement une intolérance au gluten, mais pour la plupart, on a un problème avec le Roundup, avec le glyphosate. Donc, l'idée, c'est pas de toujours aller à la guerre contre, mais ces guerres-là contre les virus et les bactéries, évidemment, font faire de l'argent à Big Pharma. Donc, Pasteur est arrivé avec ses supposés vaccins contre la rage et contre l'anthrax, etc. C'est très débattable. Vous pouvez aller lire les histoires de Pasteur, vous allez voir que ces supposés résultats sont très, très, très débattables scientifiquement. Alors, Béchamp lui disait, puis tout un autre gang disait, attends un peu, l'idée, c'est pas juste de tuer les germes. L'idée, c'est de renforcer le terrain. Donc, ce qu'on fait, nous, en naturopathie, d'ailleurs, c'est là qu'il y a eu la fissure entre la médecine naturopathique et la médecine conventionnelle ou allopathique, qui est celle qui a été favorisée, évidemment, par Rockefeller. Parce que Rockefeller, au début des années 1900, comprenait qu'il n'y avait pas tonnes de voitures. Et lui, il avait un monopole sur le pétrole. Alors, il a mandaté les chimistes, la chimie commençait à naître, il a mandaté les chimistes de développer des produits à base de pétrole parce qu'il y avait le monopole sur le pétrole. Alors, ils ont développé, évidemment, les engrais chimiques, donc, qui nous empoisonnent aussi. Ils ont développé les médicaments. La plupart des médicaments de Big Pharma sont
fait à partir de pétrole. Alors, toute cette industrie des engrais, des médicaments, etc., profitait à l'époque à Rockefeller, continue de profiter, mais à tout cet empire de Big Pharma. Alors, Rockefeller a mandaté à l'époque un bonhomme du nom de Flexner qui a fait le rapport Flexner. Il a visité les écoles parce qu'à l'époque, on pratiquait beaucoup. C'était les années d'or de l'homéopathie. Les Européens étaient arrivés en Amérique du Nord en apportant avec eux l'homéopathie. Les Autochtones utilisaient les plantes médicinales. Et donc, on faisait des amalgames de tout ça dans les matériaux médicaux des années 1800, 1880, etc. On retrouve des remèdes homéopathiques, on trouve des plantes médicinales. L'hôpital Reine-Élisabeth à Montréal était à la base un hôpital homéopathique. Vous voyez des vieilles photos, c'est écrit, il y a un écriteau d'hôpital homéopathique. Mais suite au rapport Flexner qui visait à encourager Rockefeller et son industrie, on a mis la clé d'importe à toutes les écoles d'enseignement de médecine qui ne favorisaient pas les médicaments à base de pétrole. Et c'est comme ça que cette fissure s'est accentuée. Alors évidemment, la théorie de Pasteur fit parfaitement dans ce narratif et continue de profiter à cet empire pharmacologique, médical, où on veut nous convaincre qu'il faut interférer avec notre immunité naturelle pour se protéger contre les virus et les bactéries, au lieu de nous encourager à supporter notre immunité de manière naturelle. Parce que c'est pas payant. Alors là, je pense que vous avez compris le principe. Je vais faire un aparté sur une thématique très d'actualité, qui est la question des médicaments antiparasitaires qu'on devrait prendre en prévention et pour prévenir le cancer. Ça mène à réfléchir 2 secondes. Les gens se pensent rebelles, hein? Ah, puis ils ont fait leurs recherches. À tous les jours de ma vie, je reçois des messages de gens qui me disent « Pourrais-tu m'envoyer de l'ivermectine, puis du fenbendazole, mebendazole, un autre ol quelconque pour le candidat albicans, qui fait partie des superbugs en passant. » Les gens veulent que je leur envoie des médicaments parce qu'au Canada, c'est pas en vente libre, ou chez certains vétérinaires, etc. Ça vous amène à réfléchir 2 secondes. Alors, vous tombez dans un autre trap, encore une fois. Encore une fois. Parce que le médicament n'est pas facilement accessible, il devient sexy. Et là, on pense que, exactement comme avec la théorie des gènes et la théorie des germes, on n'a pas besoin de se responsabiliser pour notre santé. On a juste à faire des petites cures d'ivermectine. On va tout éliminer nos parasites. Et donc, on n'aura pas le cancer. Des petites nouvelles pour vous autres. De la même manière que 2,8 millions de personnes s'infectent avec les superbugs, puis juste 35 000 en meurent, et meurent probablement des comorbidités, parce que les autres ont des choses dans leur terrain, dans leur immunité naturelle, qui leur permettent de combattre. Alors, si toi, tu es bourré de parasites, pourquoi tu te demandes pas pourquoi tu as des parasites au lieu d'écrire à Chantalane pour qu'elle t'envoie de l'ivermectine? J'envoie pas d'ivermectine à personne. Si tu veux venir passer du temps en République dominicaine, travailler ta santé avec moi, faire les bons tests, faire un bilan de santé qui a de l'allure, qu'on modifie tes habitudes de vie, puis que par-dessus ça, tu veux prendre de l'ivermectine parce qu'on a validé avec les bons tests que tu as vraiment des parasites. Ben là, tu en prendras. Sinon, c'est quoi que tu as fait? Tu as changé 4,36 pour une pièce. Tu continues d'adhérer au même modèle de Big Pharma, au même modèle de Pasteur qui dit le danger, c'est le germe. Donc, le danger, c'est les parasites. Le danger, c'est pas les parasites. Le danger, c'est ta tarte au sucre. Le danger, c'est ton petit verre de vino à tous les soirs. Le danger, c'est que tu vis avec le mammouth puis tu travailles avec l'ours noir qui font que ton niveau de stress est là tout le temps. Le danger, c'est le gluten arrosé de glyphosate qui rend ton intestin poreux, qui crée de l'inflammation dans ton corps. Le danger, c'est pas le parasite. Alors, qu'est-ce que tu penses qui arrive?
Qu'est-ce qui arrive dans ton jardin quand tu mets du Roundup? Après un bout de temps, la pluie tombe, le Roundup s'en va dans les rivières, ça finit par affecter notre nappe phréatique. Puis là, il n'y en a plus dans ton jardin. Qu'est-ce qui arrive? La même carence minérale, le même manque d'ensoleillement, les mêmes facteurs qui ont causé qu'il y a eu de la mauvaise herbe et des parasites, ils reviennent. Tu n'as pas modifié les causes, tu ne modifieras pas le résultat. Il n'y a qu'en modifiant les causes qu'on peut modifier le résultat. C'est Einstein qui disait, hein, la définition de l'insanité, c'est de répéter les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Alors, vous mettez de l'herbicide dans le jardin, les mauvaises herbes reviennent. Quand l'herbicide est dilué, vous ne pensez pas à mettre de l'engrais naturel, vous ne pensez pas à travailler le jardin, le terrain. Juste avec... Mais quand vous voulez prendre un médicament antiparasite, ivermectine, hydroxychloroquine, methimdazole, n'importe lequel de ceux-là, c'est tout le même principe. Encore une fois, vous adhérez à la théorie que le problème, c'est la bébite et non pas vos habitudes de vie et non pas votre terrain. Le principal problème qu'on a dans toutes les maladies chroniques, incluant les parasitoses, c'est l'acidification de notre milieu. Le corps a 3 priorités. Maintenir notre température corporelle constante dans un très large écart, maintenir le taux de glycémie également dans un écart correct, parce que notre cerveau en a besoin aussi, et maintenir notre pH sanguin entre 7,35 et 7,45. À mesure que notre corps s'acidifie parce qu'on mange mal, parce qu'on boit de l'alcool, parce qu'on prend des médicaments qui sont hyperacidifiants pour notre corps, parce qu'on manque des bonnes vitamines, des bons minéraux pour éliminer ces substances, donc elles se convertissent en acide dans notre corps, parce que notre microbiote est bourré de champignons qui produisent des pipis caca acides, qui font qu'on n'est pas capable d'éliminer correctement et d'absorber correctement nos nutriments qui pourraient neutraliser notre acidité. On est acide. Qu'est-ce qui arrive dans l'acide? Si on dépasse trop le taux d'acidité, nos bonnes bactéries n'arrivent pas à vivre là-dedans. Alors là, les intrus qui sont plus résistants à l'acidité, au manque d'oxygène, comme par exemple Candida albicans. Candida, c'est un champignon. Quand une forêt est morte, qu'est-ce que vous retrouvez à terre sur les arbres qui sont en train de pourrir? Des champignons. Alors, la solution, c'est-tu d'asperger la forêt ou c'est d'empêcher que les arbres meurent? Si vous passez votre temps à avoir un procédé de putréfaction puis de fermentation dans votre intestin parce que vous êtes constipé, parce que votre intestin est poreux, parce que vous faites des mauvaises combinaisons alimentaires, parce que vous ne faites pas de détox régulièrement, que vous ne buvez pas votre eau, que vous ne faites pas d'activité physique, que vous ne gérez pas votre stress, bien, il y a une forêt en décomposition dans votre corps. Alors, qu'est-ce qui va pousser dans la forêt en décomposition? Bien, évidemment, des champignons, comme le Candida albicans, qui fait partie de la liste des 18 superbugs pour lesquels les fluconazole et les autres rôles n'arrivent plus trop à être efficaces. Hein? Flagelle et compagnie, de moins en moins efficaces. Pourquoi? Parce qu'on a tellement appris que les champignons s'en fout. Alors, l'idée, encore une fois, c'est de donner du flagelle ou c'est de modifier le terrain? Désacidifier le terrain, remettre des bonnes bactéries en place pour que les bactéries fassent leur job de contrôler les champignons. Les bonnes bactéries dans notre intestin, elles produisent des acides gras à chaîne courte. Encore faut-il les nourrir avec des fibres. Importance des fruits et des légumes. On nourrit nos bonnes bactéries avec des fibres et en échange, ils nous redonnent des acides gras à chaîne courte qui ont un effet bactéricide et qui vont avoir un impact sur les micro-organismes dans notre intestin. Donc, les bonnes bactéries et les fibres vont nous aider à rétablir une écologie qui est saine, un microbiote en santé. Et là, le problème va prendre soin de lui-même. Et puisqu'on a dit que 80% de notre immunité dépend de notre microbiote, vous comprenez l'importance de ne pas avoir une forêt en décomposition dans notre tube digestif. Le stress.
Le stress bloque la production d'acide chlorhydrique dans notre estomac, entre autres. Hein? Je vous parle qu'il bloque aussi le cortex préfrontal, centre du raisonnement. Mais le stress bloque la production d'acide chlorhydrique. Première porte d'entrée des micro-organismes dans notre corps. L'endroit où, si ça ne fonctionne pas, les aliments vont commencer leur processus de putréfaction puis de fermentation. Alors, la gestion du stress, ce n'est pas un beau concept. Ça a un impact direct sur notre corps. En plus que le stress fait que tu vas produire de l'adrénaline et du cortisol qui vont contribuer à ton état d'intoxication, qui vont congestionner ton foie, en plus que tu n'es pas capable de digérer parce que tu n'as pas d'acide chlorhydrique. Alors, toi, tu ne veux pas gérer ton stress, tu ne veux pas mettre ton mammouth dehors. Tu ne veux pas te lever sur ton derrière pour aller faire de l'activité physique. Mais tu veux que Chantalane t'envoie de l'ivermectine. Alors, tu es le genre de personne qui engraisse, encore une fois, Big Pharma, en adhérant à la théorie du germe, en adhérant à la théorie des gènes. Vous allez me dire, mais Chantal, tu vends des tests génétiques, tu nous parles de la théorie des gènes. Oui, parce que les tests génétiques sont faits pour aller voir les gènes sur lesquels on a un pouvoir d'action. Toute cette science qu'on appelle l'épigénétique. Par exemple, si tu n'es pas capable de convertir ton acide folique synthétique dans les suppléments ou ton acide folinique de tes légumes verts feuillus en 5-méthyltétrahydrafolate, 5-MTHF, ben, il y a des suppléments qui vont te donner le 5-MTHF déjà fini. Alors, c'est utile de savoir que ton gène a une limite parce qu'on a des solutions. Savoir pourquoi tes yeux bleus, ce n'est pas intéressant, on n'a pas de solution à ça. Mais savoir que tu n'es pas capable de convertir certaines vitamines B ou que tu n'es pas capable de convertir, par exemple, les acides gras de tes graines de lin en EPA, DHA, ben là, tu sais qu'il va falloir que tu en prennes de source animale. Donc, on teste la génétique, dans mon cas, pour aller voir comment on peut, grâce à certains suppléments, grâce à certains aliments, grâce à certains changements dans notre mode de vie, pallier à nos lacunes génétiques. Alors, le test génétique nous sert à nous rendre de plus en plus souverains et responsables de notre santé. C'est pas pour dire, oh, c'est une fatalité. Tout le monde dans ma famille a des maladies cardiaques ou ont le cancer du sein. C'est sûr que moi, je vais l'avoir. Je vais vous dire, pendant des années, moi, je vivais en avant du parc La Fontaine à Montréal. Et quand je voyais des gens obèses marcher leur chien, souvent le chien il était obèse. Est-ce que c'est parce que le chien avait les mêmes gènes que le papa ou la maman? Non. C'est parce que papa ou maman donnaient leur restant de table à leur chien. Donc, nature versus nurture. Hein? C'est-tu les gènes ou c'est l'environnement? Parce que si c'est clairement l'environnement. Souvent, les gens qui ont les mêmes problèmes de santé ont vécu les mêmes traumatismes familiaux, ont le même genre d'alimentation, etc., etc. Donc, la génétique, si ça sert à nous redonner notre pouvoir et notre souveraineté, bingo. Mais il ne faut pas que ça devienne une excuse parce que ce n'est pas une fatalité, la génétique. Donc, encore une fois, je reviens sur l'histoire des antiparasitaires. La solution, ce n'est pas de consommer des antiparasitaires pour éviter d'avoir le cancer. Oui, des parasites non guéris, ça crée des radicaux libres, ça crée de l'inflammation et de l'inflammation qui ne se tarit jamais, ça peut mener vers certains cancers. Si vous avez la génétique pour ça, si vous avez les autres facteurs de risque pour ça. Alors, la solution, c'est de travailler sur les facteurs de risque. La solution, c'est de ramener votre pH sanguin entre 7,35 et 7,45, qui va faire un milieu où les parasites ne seront pas heureux. On va toujours en avoir un petit peu de candidat albicaire. On va toujours en avoir un petit verre qui a passé parce que tu as mangé un œuf dans un morceau de porc qui n'était pas tout à fait assez cuit. On va tout le temps en avoir. Comme il y a 10 à la 14 virus qui nous entourent. Comme il y a plein de super micro-organismes qui nous entourent. Alors, l'idée, c'est de renforcer notre terrain, de le mettre dans un état optimal, d'avoir un bon pH sanguin, d'avoir les nutriments qui permettent à notre immunité de faire son travail, comme la vitamine D, comme le zinc, comme la vitamine C. Après ça, si vraiment on est infecté, qu'on parle de parasites, qu'on parle de d'autres micro-organismes, la nature nous a parfaitement équipés pour faire face à. Et c'est extrêmement efficace. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps des fêtes, j'ai été malade. Tout le monde avait eu la salmonelle ici et différents parasites parce qu'on avait eu beaucoup de coupures de courant. Et dans ce temps-là, bien évidemment, les frigos chauffent, la bouffe est laissée à la grosse chaleur. Donc, tout le monde a été malade.
Et des amis à moi se sont retrouvés à l'hôpital. Ils m'ont dit: «Arrête de niaiser, viens passer, prends tes antibiotiques par voie intraveineuse pendant, je pense que c'était 48 heures et après tout va bien aller». Ben, ces gens-là, ils ont été malades beaucoup plus longtemps que moi. Moi, j'ai dit: «Non». Moi, je me suis traité de la fièvre typhoïde à l'époque, il y a 30 ans, avec les oranges amères en décoction et ça a réussi à faire ce que les antibiotiques, en mon cas l'ampicilline, 500 et le chloramphénicol, n'avaient pas réussi à faire pendant 2 ans. Je prenais les antibiotiques, j'allais un peu mieux. Dès que j'arrêtais, je retombais avec des fièvres épouvantables, avec tout mon tube digestif qui s'éliminait dans la toilette. Alors pendant 2 ans, je me suis soumis au traitement conventionnel et ce sont les plantes médicinales qui m'ont permis de me sortir de cette impasse. Et j'ai sorti de la salmonelle qui cause la fièvre typhoïde, mais mon tube digestif était complètement détruit. Et quand je suis rentrée au Québec, c'est Joanne Verdon, avec l'aloe vera, avec les probiotiques, avec du zinc, et cetera, qui m'ont remis sur pied. Et c'est là que j'ai fait mon changement de carrière. J'ai adhéré 300 à la naturopathie, j'ai jamais regardé en arrière et j'ai dédié le restant de ma vie à l'étude et à l'enseignement de la naturopathie parce que c'est trop cool et il faut que les gens sachent parce qu'on se fait brainwasher à l'effet que les médicaments conventionnels sont plus efficaces. 70 d'entre eux sont des copies de plantes médicinales modifiées en laboratoire pour avoir un brevet. Mais on nous convainc de ça parce que ça nourrit toute une industrie. Mais la vraie réalité, c'est que ça marche, les plantes médicinales. Ça marche. Moi, j'ai élevé mon fils complètement sans antibiotiques, sans injection. Ça marche. Pourquoi c'est efficace, les plantes? Parce que les plantes sont des laboratoires pharmaceutiques naturels. Quand vous travaillez avec des molécules comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, et je ne vous dis pas que dans certains cas, ça n'a pas un usage. Dans certains cas, ça a une utilité. Mais la raison pour laquelle les plantes seront toujours supérieures, c'est que les médicaments sont des molécules uniques, que les bactéries, que les virus, que les micro-organismes apprennent à déjouer. C'est beaucoup plus difficile de déjouer les principes actifs dans une plante parce qu'il y en a des centaines, voire des milliers dans chaque plante. Par exemple, on va revenir à l'exemple de l'ail. Le principe actif de l'ail au niveau antibactérien, antiviral, antifongique, etc., c'est la lysine. Donc, dans l'ail, dans le bulbe d'ail, il y a de l'aïne. L'aïne, quand on hache notre ail ou qu'on le mastique, il y a une enzyme dans la paroi du bulbe qui s'appelle aïnase. L'aïnase va convertir l'aïne en aïcine. Donc, si vous hachez votre ail d'avance, si vous la faites cuire, vous perdez beaucoup des propriétés thérapeutiques. L'idéal, c'est vraiment de la hacher quand vous êtes prête à la prendre et vous la croquez ou vous l'avalez directement. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive pour que ça glisse plus facilement. Pour ajouter un petit peu de persil si vous voulez neutraliser l'odeur, mais c'est la manière la plus efficace de la consommer. Donc, la molécule qui a été le plus étudiée, c'est la lysine. Mais il y a des centaines d'autres molécules dans l'ail qui viennent renforcer l'effet de la lysine et qui vont avoir un impact sur tel type de bactéries et sur la reconstruction de la muqueuse et sur tel type d'immunoglobulines. Alors, c'est une synergie de principes actifs qui va avoir un impact sur notre terrain. Je reprends l'exemple de l'ail. Dans l'ail, il y a des molécules soufrées. Vous savez, ça sent le soufre quand on cuisine de l'ail. Les molécules soufrées sont impliquées dans une voie de détoxification du foie qu'on appelle la sulfation. Les molécules soufrées sont impliquées dans la production du glutathion, qui est le principal antioxydant du corps, mais qui participe aussi à la détoxification. Donc, voyez-vous, juste dans l'air, il y a déjà plein de principes actifs qui viennent réduire notre taux d'acidité. Si on améliore la détox hépatique, on réduit le taux d'acidité. On améliore l'immunité en améliorant la production de glutathion. Alors, au-delà de la lysine, il y a plein d'autres propriétés intéressantes dans l'air. Tandis que quand vous prenez de l'ivermectine, c'est une molécule qui fait une action très ciblée, mais elle n'a rien fait pour améliorer votre détoxification, pour amener votre pH à 7,35, 7,45, etc. Donc, quand vous arrêtez de prendre l'ivermectine, comme quand j'arrêtais de prendre l'ampicilline 500 puis le chloramphénicol, ben, qu'est-ce que les parasites font? Tous ceux qui ont résisté à la tempête, ils s'unissent puis ils recommencent puis ils sont un peu plus forts. C'est comme ça qu'on développe des résistances. Mais quand vous devez déjouer des centaines, voire des milliers de molécules, c'est pas mal plus compliqué. Donc, les plantes auront toujours une efficacité supérieure. Maintenant,
Les plantes, il y a une question de concentration, hein. Je pense que c'est Aristote qui disait que c'est la dose qui fait le poison. Manière de parler, si vous prenez 1/8 de Tylenol, ça risque de pas faire la job. Il y a une question de dosage. C'est pour ça que je vous parle toujours de prendre les bonnes molécules dans la bonne dose, sous la bonne forme biochimique. Parce que si on veut avoir une efficacité thérapeutique, il faut avoir une dose thérapeutique. Alors, les principes actifs de plantes, ben, il faut avoir différents mécanismes de livraison pour les concentrer. Je vais prendre l'exemple du curcuma. Le curcuma, le principe actif, c'est la curcumine. Mais la curcumine, ça représente à peu près 5 de la plante. Donc, quand vous avez une cuillère à thé de curcuma, il y a juste un petit peu de votre poudre de curcuma qui représente la curcumine. Alors que 5 d'une cuillère à thé, c'est pas une dose thérapeutique en termes de curcuma. Et en plus d'être une petite dose, c'est très peu biodisponible. On n'arrive pas à l'absorber. Et non, c'est pas vrai que le poivre noir, ça l'aide. C'est un autre débat. De l'absorption du 5 3 à 5 du 5 est absorbé. Alors évidemment, il faut développer des mécanismes comme des nanoparticules bilipidiques pour enrober la curcumine pour faire qu'elle soit livrée partout dans le corps. C'est comme ça que je savais que l'ARN messager n'allait pas rester au site d'injection. Parce que quand tu mets une molécule dans l'ARN messager, quand tu mets une molécule d'ARN messager dans une nanoparticule bilipidique, c'est parce que tu veux qu'elle aille dans tout le corps. Comme si tu mets de la curcumine dans euh, une, une paroi bilipidique, une nanoparticule avec les parois bilipidiques. Donc, en réalité, il faut concentrer les principes actifs pour avoir une efficacité thérapeutique. Alors, quand vous faites sécher une plante puis que vous la hachez, il y en a un petit peu de principes actifs, mais ce n'est pas très concentré. Si vous faites une teinture mère de plante, vous avez laissé macérer la plante dans de l'alcool, dans du vinaigre de cidre de pomme, etc., vous allez extraire, un peu comme on le fait dans le collimateur avec le café. On extrait les principes actifs. Après ça, il y a des produits qui sont encore plus concentrés. On va faire des capsules, soit de la poudre de la plante, donc c'est plus concentré, ou des principes actifs qu'on a extraits dans le collimateur. Et là, on va mettre ça dans une capsule. Donc, on va être capable d'aller chercher des concentrations beaucoup plus élevées. Et dans le cas du curcuma, ben, on met la nanoparticule bilipidique pour s'assurer de la biodisponibilité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être absorbé et éliminé au niveau du foie, ça va passer par le système lymphatique. Donc, ça a une plus longue, une meilleure capacité d'action. Alors, évidemment, ben, les gens qui en savent trop et qui en savent pas assez vont vous dire prends du curcuma en poudre, fais-toi un petit lait, puis mets du poivre noir, puis tu vas tout régler avec ça. En termes de concentration et d'absorption, ça ne fait pas la job. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les différentes compagnies, puis que je vous parle toujours de l'importance de la qualité des produits avec lesquels on travaille, parce que si vous n'avez pas de principe actif, vous n'aurez pas d'effet thérapeutique, et si vous n'en avez pas dans les bonnes doses et dans la bonne forme des molécules non plus, ça ne vous viendrait pas à l'idée de couper votre antibiotique ou votre ivermectine en 6 morceaux, parce que vous savez que ça ne fera pas la job. Bien, les plantes, quand vous n'en prenez pas assez, ça ne fait pas la job non plus. Mais si vous prenez les bonnes formes de plantes dans les bons dosages, ça va avoir une efficacité thérapeutique. J'ai réussi avec les oranges amères ce qu'on n'avait pas réussi avec les antibiotiques pendant 2 ans, dont une semaine d'injection par voie intraveineuse à l'hôpital. Alors, les plantes, ça fonctionne. Mais pendant qu'on prend des plantes ou qu'on prend de l'ivermectine ou qu'on prend un antibiotique, il faut modifier notre terrain parce que sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes résultats. Comprenez-vous? Donc, l'idée, c'est déjà d'entretenir notre terrain, de ramener notre pH sanguin, de gérer notre stress, de faire des détox régulièrement, etc. Et là, ben oui, si temporairement, on a besoin d'un médicament, on le prend. Si vous avez des maux de tête chroniques parce que vous avez une carence en magnésium, ben vous avez le choix de prendre du magnésium à tous les jours et d'arrêter d'avoir mal à la tête ou de continuer d'avoir mal à la tête et de prendre un Tylenol à tous les jours pour gérer le mal de tête. C'est quoi la solution la plus intelligente selon vous? Et en plus, le magnésium est impliqué dans pratiquement 300 réactions métaboliques. Alors, quand tu prends ton magnésium pour ta migraine, ben, il va régler tout le reste. Tu prends ton Tylenol, il gère ton symptôme, mais il ne règle pas toutes les 299 autres fonctions du magnésium qui est carencé. Alors, encore une fois, l'importance de supporter notre terrain versus avoir une approche très pastorienne
Donc, on va attaquer les germes, on va attaquer les virus, on va attaquer les bactéries. Donc, je vous dis, comme population qui payons ces systèmes de soins de maladie, c'est quand qu'on va se réveiller? C'est quand qu'on va commencer à exiger de nos gouvernements qu'au lieu de donner des millions et des milliards à Big Pharma pour développer des super antibiotiques, pourquoi on ne compte pas les carences? Vous savez, quand on a eu la pandémie, très rapidement, ils ont vu que les gens les plus carencés en vitamine D avaient les symptômes les plus graves et le plus haut taux de décès. Au lieu d'adopter rapidement une politique de santé publique, de dire on donne à tout le monde 3 000, 4 000, 5 000 unités de vitamine D, c'est payé par le gouvernement. La vraie approche, si la réalité, c'est qu'on voulait une santé publique efficace, c'est ça qui aurait été fait. Et on le savait, savez-vous pourquoi? Parce que les Noirs étaient plus touchés. Donc, des gens qui produisent moins de vitamine D, puisque la mélanine a un effet protecteur. Donc, on voyait que les gens plus foncés étaient plus touchés. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a émis un ordre, les pharmaciens en milieu hospitalier et en CHSLD ont émis l'ordre aux infirmières d'arrêter de donner la vitamine D. C'est intéressant. Alors, pensez-vous que les gouvernements vont entrer dans une approche de réelle prévention? Les organismes comme EcoHealth Alliance, Big Agro, Big Tech, qui ont tout à gagner sur le fait qu'on soit malade. Si on voulait réellement améliorer la santé des gens, tout le monde prendrait un probiotique. On ferait des tests génétiques comme je le fais pour voir sont où nos susceptibilités. Ah, par exemple, moi, 5 étapes de transformation de la vitamine D. Moi, j'en ai 4 génétiquement qui sont affectées. Donc, j'ai besoin de doses de vitamine D bien supérieures à la moyenne des gens. Mais je le sais, et je prends du soleil et je prends de la vitamine D. Comprenez-vous? Donc, on s'autonomise. Mais pourquoi la population ne l'exige pas? Même chose que je vous ai dit tantôt. Parce que ça fait l'affaire d'une grande majorité des gens, comme disait l'autre. Moi, j'aime ça quand j'ai pas besoin de penser, quand le gouvernement décide pour moi. Ben, quand le coupable, c'est le méchant gène et le méchant germe, tu n'as pas besoin de te responsabiliser. Tu n'as pas besoin de faire des changements alimentaires, tu n'as pas besoin de procéder à des détox régulières. La journée où réellement on sera prêt à récupérer notre souveraineté en santé, notre autonomie en santé, ben, on va se responsabiliser. Et oui, on est quelques éveillés à le faire, et on a une grande gang qui aime mieux parler de leurs médicaments, de leurs 6 médicaments en moyenne que prennent les personnes de 60 ans et plus au Canada, autour d'un café chez Tim Hortons, avec des beignes pour s'acidifier comme il faut. Donc, on commence par faire des détox, par nourrir notre corps adéquatement pour avoir les nutriments dont on a besoin pour se détoxifier. Et dans la détox, ben, je vous ai mis un livre de recettes avec 18 recettes, un plan alimentaire sur 10 jours. Vous n'avez même pas besoin de penser. Si vous n'aimez pas ça penser, j'ai fait la job pour vous. Et donc, on enlève tout ce qui est acidifiant, on enlève tout ce qui crée de l'inflammation dans le corps, tout ce qui crée une réaction allergique et on supporte notre organisme dans sa détox. Si on veut renforcer l'effet en prenant des substances nutritives qui favorisent notre immunité, notre détox, en refaisant le plein de bonnes bactéries, je vous fais toutes les bonnes recommandations. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de kit de détox. Je vous fais des recommandations que vous pouvez adopter pour optimiser le travail de détox qu'on est en train de faire. Mais c'est en adoptant ce genre de changement-là qu'on va modifier notre terrain, le rendre peu intéressant pour les micro-organismes qui nous causent du tort et favorable à nos bonnes bactéries qui procurent 80 de notre immunité, qui absorbent les bonnes vitamines et les bons minéraux dont on a besoin pour être en bonne santé. Et donc, je vous ai parlé aussi de la connexion intestin-cerveau. Quand ça ne va pas dans notre intestin, ça ne va pas dans notre cerveau. Connexion directe. Alors, plus on a des parasites au niveau intestinal, plus ça crée de l'inflammation dans notre cerveau, plus ça crée un stress systémique et donc ça nous remet, encore une fois, dans le cerveau reptilien parce qu'on n'est plus capable de penser. Rajouter à ça les injections, tout ce qu'on nous asperge sur la tête. L'impact aussi de la 5G, je vais terminer là-dessus. Les gens ne comprennent pas que la 5G a un impact sur l'acidification du corps.
Une des choses que fait la 5G, on a les 4 principaux minéraux dans notre corps, c'est calcium, magnésium, potassium, sodium. Les échanges, quand ces minéraux passent à travers nos membranes cellulaires, ça crée un influx électrique. C'est comme ça que le système nerveux et le système cardiovasculaire fonctionnent. C'est l'entrée-sortie de calcium, magnésium, sodium, potassium à travers les membranes. Une des manières dont la 5G, mais les ondes électromagnétiques en général, va affecter négativement notre organisme, c'est qu'elle va favoriser l'entrée du calcium à l'intérieur de la cellule. Alors, le calcium va se retrouver de manière exagérée dans la cellule et va pousser le magnésium à l'extérieur. Et quand le calcium est à l'intérieur de la cellule, ça a un effet d'excitation sur la cellule. Le calcium crée une contraction, alors que le magnésium crée un état de détente. Alors, quand on a l'entrée exagérée du calcium dans nos cellules, ça crée une surexcitation de nos cellules. Donc, pensez à tout ce qu'on a comme manifestation de TDAH, par exemple, etc. Et si c'est poussé à l'extrême, nos neurones bombardés de calcium finissent par mourir. Donc, ça a un impact sur les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer et compagnie. Et donc, comprenez que si le calcium, qui est le principal minéral alcalinisant, se retrouve à l'intérieur de la cellule, il n'est plus dans notre circulation sanguine. Donc, les ondes électromagnétiques, dont la 5G, contribuent aussi à acidifier notre terrain. On est littéralement bombardé d'éléments qui contribuent à l'acidification de notre terrain, à l'inflammation, aux réactions immunitaires, parce qu'on lutte contre un agenda global de dépopulation. Et plus vite les gens vont l'admettre, plus vite on va pouvoir commencer à s'en sortir. Et la raison pour laquelle on accepte tout ça et qu'on nie et dénigre les gens comme moi, c'est parce qu'on a de la difficulté à accepter cette malfaisance, cette maltraitance généralisée des gouvernements contre les populations. Je pense que la gestion de la pandémie a ouvert les yeux à un nombre de personnes, mais on est encore beaucoup trop peu nombreux. Et on continue de nous distraire et on continue de semer la distraction et de procéder à l'ingénierie sociale de peur et de réaction aux solutions pour continuer de nous manipuler. Alors, morale de l'histoire. Oui, ça existe les superbugs. Oui, on a un problème d'excès de prescription d'antibiotiques. La solution, c'est pas de donner encore plus d'argent à Big Pharma qui prépare des super antibiotiques ou des super vaccins pour qu'on ait une espèce de membership mensuel où il faut aller chercher nos booster shots, puis ça nous prend nos 58 vaccins pour pouvoir voyager, puis nos prises d'antibiotiques préventifs. Hein? C'est ça qu'eux autres veulent. C'est ça leur modèle d'affaires. Hein? Comme, à un moment donné, il y a une limite à donner des statines à du monde qui ne rentrent pas dans les paramètres. Mais quand tu travailles en prévention, tu donnes des vaccins préventifs, ben, tu peux en donner à toute la planète, comme c'était leur ambition avec la pandémie. Alors, c'est ça qu'ils veulent, détruire suffisamment notre santé et notre immunité pour qu'on ait un abonnement régulier à la pharmacologie de Rockefeller, aux médicaments de synthèse, aux injections. Et pour s'assurer qu'on fasse tout ça, ça va être contrôlé avec un pass digital. Et si on ne fait pas ce qu'ils nous disent, ben, il va y avoir des conséquences. Si on ne pense pas comme ils veulent, ça va avoir des conséquences. Et quand on le dit aux gens depuis 4 ans, qu'on explique à tout le monde que c'est une prison digitale qu'ils sont en train de créer, et je vous disais que Trump, c'est pas le sauveur, il continue dans cette lignée-là. Vance, son VP, est très accoquiné avec Palantir. C'est toute la gang qui contrôle la technologie numérique. Et c'est eux autres qui sont en train de faire d'autres. Je sais que c'est pas le fun d'entendre ça. C'est bien plus facile de penser que Trump, c'est un sauveur, puis que l'ivermectine, ça va nous sauver, que de couper notre petit vino, puis de mettre le mammouth dehors. Je sais que personne n'aime s'entendre ça. Je sais que mon discours n'est pas populaire. Je devrais avoir des milliers de personnes qui m'écoutent. Au lieu de ça, j'en ai 100.
parce que je vous parle de vraie santé. Mais la vraie santé, ça passe par la vraie responsabilité. Et personne n'aime entendre ça. C'est toujours plus facile de mettre la faute vers l'autre. C'est comme quand on pointe le doigt, hein. Il y a un doigt qui va vers l'autre, mais il y en a 3 qui viennent vers nous. Alors, le problème, c'est pas les superbugs, les micro-organismes résistants. Et la solution, c'est pas les super antibiotiques et les super injections. C'est de modifier notre terrain. Et la meilleure façon de le faire, c'est de procéder à des détox régulières. Évidemment, on essaie de pas s'intoxiquer, mais même si on a une alimentation presque parfaite, autant que faire se peut avec tout ce qu'il y a dans notre ciel puis dans notre terre, ben, on est exposé à tellement de choses que littéralement, on est obligé de faire de la détox pour augmenter la capacité naturelle du corps à se détoxifier. Alors, on en commence une demain, une belle petite détox de 10 jours. Si c'est votre introduction à la détox, c'est parfait. Il y a un livre de recettes de fournir, un guide de détox. Demain matin, 10 heures, une rencontre d'une heure et demie avec moi. Je vais tout vous expliquer ce qu'on doit faire. Vous adaptez mes 18 recettes à votre réalité. Vous êtes vegan, vous êtes carnivore, euh, euh, keto, ce que vous voulez. Vous adaptez les recettes. L'idée, c'est qu'il faut enlever les aliments qui créent un stress sur notre détox et sur notre système immunitaire. Et je vais vous parler des jus, des smoothies. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un extracteur à jus. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de kits de produits. Vous savez, c'était 1000 fois, je vous le dis. Moi, je gagne ma vie à vendre des consultations et de l'information. Je ne vends pas de produits jusqu'à maintenant. Donc, le but, c'est pas de vous vendre des kits. Je ne travaille pas pour aucune MLM. Le but, c'est de vous éduquer à la santé, que vous puissiez reconnaître les symptômes, identifier qu'est-ce que ça veut dire dans votre corps, comprendre le langage de votre corps et travailler avec. C'est la seule façon qu'on peut s'autonomiser en santé. C'est de redevenir souverain, de comprendre, au lieu de donner nos symptômes à un professionnel, on est les experts de notre propre santé. Il n'y a personne qui te connaît autant que toi. Il n'y a personne qui le sait que le petit aura de mal de tête, ça t'arrive quand tu as pris un café de trop. C'est toi qui le sais. En naturopathie, on travaille avec le patient. Moi, je demande de faire un petit journal pour qu'on se rappelle des symptômes et qu'on puisse les interpréter ensemble. Donc, on vous redonne les clés de ce langage que de manière innée, on sait. Les animaux, là, ils savent, quand ils vont pas bien, ils s'en vont dans le coin, ils arrêtent de manger, ils se roulent en boule, ils lèchent les bobos, puis ils attendent que ça passe. Ils laissent leur immunité faire le travail au lieu de s'empiffrer de cochonneries. Notre corps a ce qu'il faut à condition d'enlever ce qui nuit et à condition de donner les bons nutriments. Et le repos dont on a besoin, l'eau dont on a besoin, le mouvement dont on a besoin, la gestion du stress dont on a besoin. Mais le corps a ce qu'il faut. Et il faut apprendre aussi à se faire confiance parce qu'on est issu d'une ingénierie sociale qui nous a dit que l'immunité naturelle, c'était pas correct, que les plantes, c'était pas correct, alors que pendant au moins 12 000 ans, avant Rockefeller et son industrie pétrochimique, c'est ça qu'on avait comme solution. Mais parce que c'était pas payant, ça a été détrôné. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'immunité naturelle est supérieure. Il faut juste faire ce qu'il faut pour optimiser notre immunité naturelle. Alors, ça commence par la détox demain matin. Je vais prendre quelques minutes pour venir lire des commentaires. Moi, j'ai un problème avec mon StreamYard la dernière fois. Je n'arrivais pas à lire les commentaires. J'espère que cette fois-ci, je vais y arriver. Actif. Non. Commentaires. En savoir plus. Tout. Est-ce que je les vois? Non, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si c'est parce que je suis aussi sur YouTube, mais j'arrive pas à lire les commentaires. C'est vraiment embêtant. En savoir plus. Impossible de publier les commentaires sur certaines destinations. Ah, je suis peut-être profil Facebook. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais essayer. Vous devez rendre vos diffusions publiques sur Facebook. Hey, je m'excuse, gang. J'ai essayé d'aller résoudre pourquoi je ne pouvais pas lire les commentaires.
C'est une restriction que j'ai, donc il faudra que je m'occupe de ça. Je savais pas la dernière fois qu'est-ce que c'était le bug et là, je viens de le voir. Donc malheureusement, j'arrive pas à aller lire, vos commentaires, mais vous savez que je les lis toujours dans les journées qui suivent. Je sais que beaucoup de personnes m'écoutent le samedi matin, le dimanche aussi. Donc j'irai lire ça plus tard et répondre à vos questions si vous en avez. J'espère que vous avez apprécié, mon information. Vous savez que, quand vous la partagez, ça me donne un énorme coup de main parce que moi, je suis censurée partout. Donc, quand c'est vous qui partagez, vous ne faites pas l'objet des mêmes censures que moi. Dès que j'ai une vingtaine de personnes qui partagent, ça part, là, il y a des milliers de personnes qui voient. Sinon, ça reste à une diffusion qui atteint même pas 1000 personnes. Donc, j'ai vraiment besoin de votre aide pour partager l'information. Vous savez aussi que je fais ça complètement bénévolement. Je passe mon temps à préparer des lives de qualité référencés. Et je fais ça de mon bon vouloir parce que c'est ma mission de vie, mais j'aime ça que ça puisse atteindre au moins le plus grand nombre de personnes. Des fois, les gens me disent: «Oh, moi, j'ai pas beaucoup de followers». Oui, mais il y a peut-être une personne dans tes followers qui avait besoin d'entendre ce que j'ai dit dans mon live ce soir. Donc, ça me donne vraiment un coup de main si tu partages mon information. Même chose avec, par exemple, le défi détox qui débute demain ou tout ce que je partage comme programme et tout ça. Alors, ce mois-ci, l'emphase est vraiment placée sur le défi détox, mais je te demande en échange, parce que dans la vie, il faut qu'il y ait des échanges pour que ça fonctionne bien, de mon temps que je dédie et ces années, mes 27 ans de recherche et de pratique clinique que je mets à votre disposition gratuitement. Votre contribution en retour, c'est de partager mon information si le cœur vous en dit. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère vous retrouver demain matin pour le défi détox. Vous avez le lien dans l'entête du live. Vous les avez aussi sur mes différents murs Facebook. C'est à prix populaire, 60 avec le livre de recettes de 28 pages, le guide détox, la présentation d'une heure et demie, le document de la présentation, 2 autres rencontres de coaching pour 60 plus taxes. Pour ceux qui ont déjà fait une détox avec moi, vous avez reçu un coupon rabais pour la moitié prix, donc c'est 30. Le livre de recettes tout seul est en promotion à 25 en ce moment sans taxe. Donc, pour très peu d'argent de plus, vous avez toute la belle détox. Évidemment, les enregistrements vont être disponibles. Là, je vous le dis tout de suite, moi, je travaille seule. J'ai une équipe de un et c'est moi. Et des fois, je dors. Ça m'arrive. Et le dimanche, c'est ma journée de congé. Donc, c'est pas quand je viens de finir la présentation, je commence à recevoir des messages. Et on me dit: «Ah, j'ai pas reçu l'enregistrement». Bien, l'enregistrement, il faut le télécharger, il faut mettre ça dans un format de courriel, il faut télécharger les courriels, il faut préparer un email, il faut envoyer ça à tout le monde. Ça se fait pas automatiquement. C'est moi qui le fais. Donc, ça prend des fois une journée, 2 journées. Le dimanche, je suis en congé. Donc, des fois, ça va au lundi ou au mardi. Alors, vous faites votre possible pour assister en direct. Comme ça, vous allez avoir l'information automatiquement. Sinon, ça peut prendre une journée ou 2. Il y a aussi le beau groupe Facebook Défi détox avec Chantal Anne, où on a plus de 1000 membres qui ont fait mes détox dans le passé et les gens partagent, échangent les photos, et cetera. Et souvent, quand vous avez des questions et toute l'information sur la détox pendant les 10 jours de détox, c'est notre point de rencontre, le groupe Facebook. Alors, si j'ai fait l'envoi du courriel, je l'écris dans le groupe, je vous dis: «OK, le courriel a été envoyé». Donc, dans les prochaines heures, si tu as pas reçu le courriel, tu vas voir tes spams. Si c'est pas dans tes spams, mais là, tu m'écris avec ton bon courriel, ça se peut que tu as pas bien rentré ton courriel. Mais donc, l'idée, c'est qu'on travaille en gang, c'est beaucoup plus plaisant, on échange notre information. Quelqu'un trouve un spécial sur le pain sans gluten chez Costco, ben on le partage à tout le monde et vraiment, vous allez voir, c'est super agréable. Les recettes, tout le monde les a aimées dans la dernière détox. Donc, c'est un petit 10 jours à prix populaire à s'offrir pour vraiment commencer à modifier notre terrain pour qu'il ne soit pas propice à ces micro-organismes